Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire si le son et l'image sont bons? Bonjour Brice, bonjour Roger. Bonjour Virginie. Alors j'ai l'impression que vous m'entendez pas dans le chat, parce que j'ai aucun retour. J'ai eu aucun retour dans le chat. Vous m'entendez ou pas? Dites-moi si l'image et le son sont bons, à part la voix. Alors, je comprends pas. Il y en a qui me disent qu'ils ont du son, d'autres pas. Très bien. Et là, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que l'image et le son sont OK? Ah, OK, je n'avais pas lancé correctement la diffusion. Autant pour moi, désolé. Ça vient du logiciel. Très bien, c'est parfait. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joris Zana, analyste de marché pour DailyFX France. Et comme tous les mardis, nous nous retrouvons à 14 h pour tenter de décrypter les marchés, essayer d'appréhender et de mieux maîtriser aussi l'analyse technique. Cette émission ne constitue pas, bien sûr, un conseil en investissement. Le but est de vous aider dans vos prises de décision et surtout de vous aider dans votre trading, que ce soit dans le money management ou même concernant l'analyse technique avec l'aide des figures chartistes, des chandeliers et des différents indicateurs. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, la semaine dernière, on a commencé en première partie d'émission avec les indices, puis le Forex, et enfin, on a terminé avec les matières premières. Là, du coup, on va commencer cette fois-ci avec les matières premières, quoique ça va aller quand même très rapidement. Ensuite, on passera à la partie Forex, et on terminera, bien sûr, cette émission avec les indices. Et à la fin, pour les nouvelles et nouveaux qui souhaitent me poser des questions sur l'analyse technique, des questions macro, des questions concernant le trading, eh bien, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez. Alors, tout de suite, on va commencer avec le gold. Alors, le gold qui nous a enfin donné un signal
technique suite à la sortie par le haut de son triangle. Alors, je vais quand même juste mettre la moyenne mobile 50 et 200. Parfait. En bleu. Ok, parfait. Donc, concernant le gold, eh bien, sorti par le haut du triangle jeudi dernier, donc on a eu un premier signal technique haussier concernant l'once d'or. Bon, hier, comme vous le savez, les indices ont quand même pris 5%, donc forcément, ça n'a pas bénéficié à l'or. On a eu quelques prises de bénéfices, étant donné que l'or reste quand même avant tout un actif défensif. Donc, on va plus chercher à mettre dans le portefeuille de l'or en période d'aversion au risque. Le risque, lui, est toujours présent, mais quand on prend 5% sur les indices comme hier, forcément, on est plus dans l'appétit pour le risque et on va délaisser les valeurs refuges comme le franc suisse et l'or. Mais pour le moment, l'or a quand même inscrit hier un plus haut annuel, reste dans une belle tendance haussière, comme vous pouvez le voir, consolide à chaque fois dans des figures chartistes et finit par en sortir par le haut et reprendre cette dynamique de fond. Donc là, pour le moment, l'or, pas d'inquiétude. Pour le moment, on est en train de faire un pullback sur l'ancien top du mois d'avril, et enfin durant le mi-avril et fin avril. Et l'objectif théorique de ce triangle nous donne approximativement un objectif situé vers les 1800. Voilà. Et les 1800, ça correspond, si je me mets en hebdomadaire, à une énorme zone technique juste ici. Voilà. C'est les anciens tops qu'on a travaillé en 2011, 2012 et fin 2012 aussi. Donc, on est sur un... Là, c'est le gros niveau. C'est l'objectif à aller chercher en tout cas. Et si on casse ce niveau, derrière, c'est poursuite de la hausse en direction des 1880. Et puis derrière, c'est d'aller inscrire un nouveau plus haut historique. Mais là, on risque de travailler. On a fait un échec sur les 1750. Effectivement, on voit aussi que les 1750, ici, ça avait été travaillé une première fois, une deuxième fois. Là, qu'on avait cassé, on avait fait un peu un retour sur pullback aussi. Donc, on est allé tester les 1750. Hier, ça partait bien, mais finalement, l'or s'est replié. Mais d'un point de vue technique, on est dans une belle tendance haussière pour le moment, des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Théorie de dos. Et sorti par le haut de ce triangle. Donc maintenant, reste à savoir si le marché va atteindre son objectif théorique, en tout cas pour celles et ceux qui sont à l'achat sur l'or. Eh bien, l'analyse technique délivre un objectif qui correspond avec une énorme zone technique qui a été travaillée durant 2011 et 2012 à 1800. Et à partir d'ici, si les prix arrivent sur les 1800, il faudra penser soit à remonter son stop, soit à prendre quelques bénéfices, car on pourrait très bien avoir une nouvelle phase de consolidation entre 1800 et 1750 avant d'aller chercher bien plus haut, les 1880. Et derrière, c'est d'inscrire un nouveau plus haut historique. Voici le plan qui n'a pas changé, étant donné que la semaine dernière, on était dans le triangle, mais voici à peu près les objectifs que pourrait atteindre l'or d'ici les prochains jours. Concernant le pétrole maintenant, on va passer au Brent. Le Brent qui poursuit sa reprise haussière, qui paraît quand même assez folle depuis 3 jours. On a quand même pris pas mal, 7%, 3% et quasiment 10% hier. On s'approche d'une zone technique. Bon, on avait quand même notre divergence journalière qui a été validée. Donc, pour le moment, en tout cas, il n'y a aucun signal de vente. C'est vraiment très haussier. L'espoir d'une reprise rapide de l'économie et de l'activité dans les pays, eh bien, profite bien évidemment à l'or noir, car on ne sera plus dans un choc de la demande et que du coup, on va de nouveau avoir une consommation qui va revenir à la normale.
Mais tout de même, on a eu une hausse assez fulgurante, je trouve, sur le pétrole, encore plus sur le WTI, où on est quand même passé d'un extrême à l'autre, de 10 à quasiment 30. Donc, je me méfie un peu de la poursuite de la hausse maintenant, étant donné qu'on est quand même, je trouve, relativement haut sur le pétrole et qu'on a fait un très beau rebond. Toutefois, les acheteurs gardent la main. Comme vous le savez, on avait notre divergence haussière ici, qui a fonctionné pour le moment en tout cas. L'objectif théorique, lui, n'a pas changé. On reprend les 50% de la dernière vague de baisse et on obtient le comblement du gap. Ici, si je vous le mets, hop. Voilà. Les 50%, ça correspond aux 44. Donc ce serait d'aller combler le gap, en tout cas d'ici les prochaines semaines, sachant qu'on est déjà à la 4e semaine de hausse et qu'on revient de loin sur le pétrole. Donc, prudence maintenant sur les achats. Beaucoup sont à l'achat sur le pétrole. On a quand même fait un beau rallye. Et on est bientôt sur la prochaine grosse zone qui pour moi est les 37. Voilà, c'est à peu près le niveau qu'on a travaillé ici. Ça correspond aux 37 $. Donc pareil, pour celles et ceux qui sont à l'achat sur le pétrole, en fait, eh bien, remontez vos stops à chaque fois que le pétrole casse une résistance. Voilà, on casse, vous placez le stop en dessous de la résistance à chaque fois, vous devenez support, et à chaque fois qu'on casse, on remonte les stops et ainsi de suite. On essaye d'accompagner en tout cas ce mouvement le plus loin possible pour celles et ceux qui sont à l'achat, soit en prenez partiellement des bénéfices, soit, comme je vous dis, eh bien, à chaque fois qu'on casse un gros niveau, vous remontez le stop. Vous faites un stop win en quelque sorte. Comme ça, au moins, ça vous permet d'accompagner le mouvement et d'attendre soit un signal de retournement, soit vraiment un essoufflement de la tendance pour sortir de position. En journalier, pour le moment, aucun signal de retournement. Et en 4 heures, voilà, consolidé dans un range, un peu ce triangle ici. Donc la cassure, on en parlait la semaine dernière, de ce niveau, hop, voilà, cassure du triangle ici. Donc, mardi, on était encore là-dedans, on a cassé ce triangle à peu près ici. Donc poursuite de la hausse, on est venu chercher la borne haute du range, on casse, et là on continue. Même en données 4 heures, pas de signal de retournement. Éventuellement cet avalement haussier qui nous a fait sortir le RSI en zone de surachat, mais c'est pas suffisamment fort pour être à contre-courant. Il faut vraiment un vrai signal technique quand on se met en face d'une hausse assez violente comme ça, surtout sur le pétrole. Et donc juste avoir un avalement sans un autre signal technique, c'est pas suffisant en tout cas pour le pétrole. Et derrière, on peut cadrer du moins cette hausse avec notre oblique ici. Et de se dire, tant qu'on ne refranchit pas le support, eh bien, on peut très bien venir prendre appui et repartir en direction des 37, et ainsi de suite. Donc pareil, torrido, des plus bas de plus en plus haut, et donc plutôt, j'ai envie de dire, si on a des signaux de retournement, essayer de se positionner sur des replis tant qu'on n'a pas un signal de vente. Pareil, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Donc vraiment, on est haussier pour le moment. Il n'y a pas de signal de retournement sur le pétrole à court terme, même à moyen terme. Au contraire, même la divergence nous indique des nouveaux plus hauts à venir. Donc, il faut profiter de cette tendance ou soit rester à l'écart si vous avez du mal psychologiquement à vous positionner sur le pétrole. Mais évitez de vendre le pétrole pour le moment, étant donné que force est de constater qu'on n'a aucun signal de retournement, que ce soit avec les indicateurs ou les chandeliers, et bien au contraire, on a une belle reprise qui s'inscrit dans la théorie de dos. Le WTI, c'est la même chose, même constat pour le WTI, on rangeait, sorti par le haut, signal technique donné la semaine dernière, le 14 mai, pareil, avant j'ai repassé en hebdomadaire. Donc oui, on passe d'un extrême à l'autre, on passe d'un baril à 10 $ à 30 $, donc la hausse est quand même assez phénoménale, je trouve. Soit on le savait sur le pétrole que les États allaient être paralysés, que le confinement allait durer longtemps. On l'avait vu en Chine. On savait aussi qu'au bout d'un moment, les pays allaient sortir du confinement et que la demande, du moins, allait reprendre.
et que la reprise allait s'installer doucement. On passe vraiment d'une extrême peur, je trouve, à un extrême sentiment que le pire est derrière nous et que sûrement on a fait un point bas ici. Je pense qu'on a fait un point bas de moyen terme, mais je n'exclus pas en tout cas un retour sur les 24. Mais c'est toujours, je ne vais pas dire marrant, mais intéressant de voir la psychologie des marchés qui passe d'un extrême à un autre. On passe de 10 $ parce qu'on avait l'impression qu'on ne savait plus où stocker le pétrole et d'un seul coup on remonte à 30 $ parce qu'on a des espoirs de déconfinement et de reprise. Du coup, le pire est derrière nous. Donc on fait vraiment des extrêmes. Et en plus, il y a énormément de volatilité. Et là, c'est pareil, divergence haussière qui tient toujours, 4e semaine de hausse consécutive sur le pétrole, et on a presque atteint l'objectif. Presque atteint. L'objectif, c'est les 50% et c'est la zone trimestrielle à peu près des 37,75. Pareil, d'un point de vue de l'indicateur et des prix, il y a encore un potentiel de hausse à venir, malgré des fondamentaux qui ne sont pas au rendez-vous, je trouve. Mais ça, les investisseurs, pour le moment, l'ignorent et préfèrent voir le verre à moitié plein. Cette zone, les 37,75, on la voit ici. C'est ce gros niveau en 1990, 2000, 2003, et là qu'on est venu travailler en 2009 et 2016. Donc c'est le gros niveau technique, et pour moi, ce sera l'objectif, en tout cas de la divergence, si elle parvient à aller jusqu'au bout. Et en données 4 heures, même constat. Théorie d'eau, des plus bas de plus en plus haut, on consolide, on sort par le haut, on casse des résistances. Et donc, accompagner le mouvement. Il va falloir accompagner le mouvement jusqu'à l'essoufflement. Donc là, je vais retirer Fibo. Donc Fibo nous indique les 50, c'est à peu près ici, mais ça ne correspond pas vraiment à une grosse zone technique. La grosse zone trimestrielle, c'est vraiment pour moi les 38, 65, 37, 20. Ça, c'est la grosse zone ici. Potentiellement, on peut essayer de chercher un reverse. Donc, prendre un retournement un chandelier, enfin, se positionner sur un retournement de tendance via un chandelier ou même une divergence. Là, on voit que le RSI est monté haut. Il est sorti de sa zone de surachat. Et donc, si on a de nouveau un rallye, hop, ici, donc le RSI pourrait très bien monter une nouvelle fois. Et puis, pas suffisamment haut pour aller chercher les 87, où là, on était quand même 90 même, et donc former ainsi une divergence baissière. Et là, on aurait une belle divergence baissière sur zone. Pour le moment, elle n'est pas du tout faite, mais c'est un scénario en tout cas qu'on pourrait travailler dans les semaines à venir si on avait cette formation de divergence qui interviendrait proche de l'objectif théorique, en tout cas de la divergence. On serait proche d'une zone, certes le flux serait haussier, mais on serait sur une grosse zone trimestrielle. Si on a un chandelier de retournement, si on a une divergence qui est confirmée, dans ce cas-là, là oui, on a plusieurs éléments qui plaident, en tout cas, qui sont suffisamment puissants pour amorcer un retournement de tendance. Mais pareil, actuellement, on est dans un canal haussier et on peut très bien aller chercher la borne haute dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et que le premier signal qui nous mettra la puce à l'oreille, on va dire, ce sera lorsque les prix arrêteront de casser des résistances et qu'on commencera à casser un support. Donc là, ce serait les 30. Si on casse les 30, on casse la borne basse du canal. Donc là, potentiellement, on pourra avoir des replis. Mais là, le principe est le même. On casse des résistances, et il suffit de remonter son stop à chaque fois qu'on casse des résistances. Donc là, on consolide entre deux grosses résistances. Mais si on casse les 33, c'est direction les 37, et ainsi de suite, on remonte les stops jusqu'à avoir un signal soit de retournement, soit d'essoufflement de la tendance à court terme. Je pense qu'on a fait le tour d'horizon sur les matières premières. C'était assez rapide, on n'avait pas spécialement grand-chose à dire dessus. Le gold, ça faisait déjà un petit moment qu'on attendait la sortie de ce triangle, donc ça y est, le signal a été donné. Et le pétrole, c'est haussier, et c'est pour le moment, il n'y a pas de signal de vente, donc je préfère être dans le sens du flux qu'être à contre-courant. Pas mal de choses en Forex, oui, tout à fait Adrien, j'ai noté pas mal de choses. Donc si vous avez des questions sur les matières premières, dites-moi, sinon tout de suite, on attaque la partie Forex. J'ai noté pas mal de paires.
c'est vrai qu'avec la volatilité qu'on a eue hier sur les indices, c'est passé pas mal de choses intéressantes sur le Forex. Attention aux pièges aussi. GBP USD, oui, je l'ai noté. Parce que elle, il y en a sûrement un piège dessus, en fait. Je l'ai noté. On a potentiellement un double top qui s'est amorcé. Et derrière, on a un chandelier de retournement. Et donc voilà, c'est pour ça. GBP USD et GBP yen japonais, enfin surtout GBP USD, quoi, on a un signal baissier, enfin on a un signal baissier et un signal haussier via les chandeliers japonais. Donc ça va être intéressant de faire un peu le point là-dessus. J'ai noté pas mal de paires, beaucoup de range aussi quand même, pas mal de range, et puis et pas mal de signaux qui pourraient se mettre en place là dans les prochains jours, je pense. J'attends alors, je vois qu'il n'y a pas de questions concernant les matières premières, donc on va tout de suite passer au Forex. Et s'il faut, eh bien, je reviendrai dessus en fin d'émission, s'il y a des éléments que vous souhaitez approfondir, bien évidemment. On va commencer avec les majeurs, avec l'euro USD. L'euro USD, on en parlait la semaine dernière sur bas de range et direction haut de range. Donc, petit rappel, encore une fois, on a cette très belle oblique qui vient coiffer les prix de très long terme. Les prix étaient encore une nouvelle fois venus chercher cette oblique ici. Donc ça, c'est le dernier rempart pour éviter la grande dégringolade en direction des 1,0520. Je pense qu'on ira là-dessous, enfin, sur ce niveau-là. Pour le moment, l'euro reprend de la hauteur en journalier et on est toujours dans le range. Voilà. Donc mardi dernier, il me semble qu'on était ici sur la zone borne basse, exactement. On travaillait à la borne basse. Et là, retour sur la borne haute, avec la moyenne mobile 200 qui va venir coiffer. Et retour sur les indices, seuil psychologique. On voit qu'on a quand même bien travaillé ici. C'est une zone de polarité en quelque sorte. On bute une première fois, on casse, on la recasse dans l'autre sens, on rebondit, parfait, on casse. Bon, ici, c'était le grand n'importe quoi de l'euro en mode yo-yo. Et derrière, quand la volatilité a commencé à retomber, on voit que les niveaux, parce qu'on avait une véritable passoire, clairement, il faut le dire, les niveaux ont recommencé en tout cas à être pertinents. Et là, effectivement, on peut bien délimiter nos zones d'intervention. Donc pareil, borne haute, borne basse, trading range actuellement. Gros niveau, les indices, avec la MM200 juste au-dessus à indice 23. Si on casse, direction les indices 75 et les 1,1180. Mais pour le moment, attendons la réaction plutôt sur la borne haute du range pour éventuellement mettre en place une stratégie de ping-pong, comme d'habitude, avec un chandelier de retournement ou d'autres indicateurs techniques. Non, pas de divergence. Donc là, pareil, on avait un petit range 4 heures à l'intérieur du range daily. Et pour le moment, voilà, on avait aussi une résistance un peu dans le range à 1,0940. On vient de la casser, on vient de faire un break en 4 heures. Donc il faut attendre. Pour le moment, on n'est pas suffisamment haut. En 4 heures, c'est la même chose. On n'a pas de chandelier de retournement, en tout cas en 4 heures, qui nous dit que les prix vont se retourner. Donc pareil, il va falloir attendre les réactions des prix sur la borne haute. Soit on casse, dans ce cas-là, on accompagne le flux jusqu'à indice 75. Si on casse l'indice 75, on remonte les stops en direction des 1,8, ainsi de suite, comme sur le pétrole. Et inversement, si chandelier de retournement ou peut-être divergence, je ne sais pas. Ah, on a une divergence en 1 heure. Intéressant. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'est pas sur la borne haute du range. C'est ça qui est presque. C'est un peu embêtant. Si on recasse sous les 1,094, oui, là éventuellement, on peut avoir un signal baissier. Vous voyez, on a une belle divergence, elle n'est pas encore validée. Il faudrait attendre la clôture sous les 1,0940. Mais on est en train de former une divergence en 1 heure, en tout cas. C'est dommage qu'elle n'intervient pas au niveau des indices. Pareil, les divergences, on sait que ça fonctionne 70% du temps. Mais pour faire en sorte que la probabilité de succès soit un peu plus élevée, on les travaille sur des zones.
Et c'est ça qui est intéressant. Il y a des divergences de retournement, des divergences de reprise de tendance. Bon, là, ce serait une divergence de retournement étant donné qu'on est dans un range. J'aurais préféré que le top ici intervienne sur les indices, comme ici, comme ici. Toutefois, formation d'une divergence, force est de constater. Mais ce qui me dérange, c'est qu'en 4 heures, on a cassé la résistance. On avait une résistance ici à 1,094, qu'on avait travaillé une fois aussi là, une fois là, et que vendre maintenant, c'est vendre un support, et ça, c'est pas bon. Donc, pareil, cette divergence serait éventuellement validée si on enfonce les 1,094. Elle pourrait très bien faire un faux signal, ici en 1 heure, repartir en direction des indices, et puis remonter en fait, et puis toujours être valide finalement. Mais voilà, pareil, attention quand vous prenez une divergence, de regarder où vous êtes. Et là, pour le moment, on est sur support, mais on n'est pas loin de la zone des indices. Donc, on est sur un niveau à travailler, en tout cas, sur... J'ai vendu pour ma part. Bon, je disais très bien que je ne peux pas te donner de conseils en investissement, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Ce qui me dérange, c'est qu'on soit sur support. Mais oui, en soi, la logique est là. Tu es sur la borne haute du range, quasiment, on est venu sur les 1,09, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. On est sur la borne haute du range. Tu l'as mis où ton stop? Ah, tu parlais GBP USD, d'accord. Je pensais que tu parlais euro dollar. Ok. Alors, concernant le signal de validation de la divergence, eh bien, alors Étienne, si tu n'as pas vu cette vidéo sur les divergences, je t'invite à aller sur YouTube. Tu tapes DailyFX France, il y a une section qui s'appelle DailyFX Université. Et j'ai fait une vidéo complète de formation en trading avec les divergences. Donc, on parle un peu du stochastique, de la MACD, mais surtout du RSI, qui est ma spécialité. Et j'explique comment on prend une divergence et comment on la trade. Et en gros, une divergence, elle est validée quand tu as tes deux tops ici. Tu vois que tu as un premier top et que le deuxième top sur l'indicateur est plus bas que les prix. Donc, on forme une divergence. Et en gros, cette divergence est validée quand l'indicateur repasse sous le bruit qui est juste ici, qu'on appelle le bruit ou le deuxième creux. Voilà. Quand l'indicateur casse en clôture ce creux qui est juste là, donc là il est cassé, effectivement, sur cette bougie-là on est cassé, on considère que la divergence est validée. Tu vois, si je mets un trait juste ici, voilà. On considère là qu'elle est validée, la divergence. Donc là, logiquement, cette divergence est confirmée. En plus, on a un peu un signal de retournement avec un dark cloud cover. Toutefois, le flux est quand même très oscillé et on ne se retrouve pas pile poil sur les indices. Et encore une fois, on est sur support en fait. Donc là, en fait, vendre maintenant, ce serait vendre un support. Donc si elle était vraiment sur les indices, oui, on vendrait une résistance. Mais là, on est sur support en fait. C'est juste ça qui me dérange. Donc si on enfonce le support, effectivement, on pourrait aller chercher plus bas. Et derrière, l'objectif, c'est de mesurer ta dernière vague de hausse et d'aller chercher les 50%. Et là, pile poil, les 50% tombent avec l'ancienne borne haute du range 4 heures. Vous voyez, juste ici. Donc, si le signal est validé, l'objectif final, lui, serait un retour de l'euro à 1,0865. Voilà comment on procède avec les divergences, en gros. Mais je t'invite, si c'est très clair, c'est parfait. Mais sinon, je t'invite vraiment à aller vous visionner la vidéo sur comment trader les divergences. Et là, j'explique vraiment en détail les différentes divergences et on en prend plusieurs exemples et ça te permettra justement d'avoir une vision globale et de bien comprendre l'indicateur. Mais en gros, la méthode, c'est à peu près ce que je viens d'expliquer très rapidement. Euro USD, bon, on vient de faire le point. Ensuite, on va faire les majeurs d'un coup, GBP USD. Alors, GBP USD, pareil, petite divergence 1 heure ici, encore une fois.
très légère. Bon, elle n'est pas validée, hein, mais une nouvelle fois ici. Voilà, une petite divergence encore une fois qui est en train de se mettre en place. Elle n'est pas validée. En 1 heure, je ne regarde pas spécialement le Forex, sauf dans les ranges pour affiner, comme on vient de le faire sur l'euro USD. Sinon, alors je suis vente à 1,2240 avec stop à 1,23. 1,2240. Ok. Tu es juste au-dessus de la moyenne mobile 50. Alors, le GBP USD, je me méfie dans le sens où on a eu ici un magnifique double top. On l'a confirmé vendredi dernier, donc, ouvrant la voie à des perspectives baissières. Toutefois, ce qui m'a dérangé hier, donc c'est pas encore invalidé, enfin du moins le double top n'est clairement pas invalidé. Ce qui m'a dérangé hier, c'est ce chandelier. On casse la 1,22, parfait, on se dit bon, direction les 1,20. Ensuite, le gros niveau, c'est les 1,20 derrière, c'est le creux qui est juste là avec les deux mèches. Et ensuite, les 1,1865. 1,1865, c'est la, je vais mettre en demi-unité, c'est la grosse mèche ici qu'on est venu taper en 2016. Voilà. Là, le spike qu'on a fait ici correspond à l'objectif théorique, en tout cas, du double top. Toutefois, ce qui m'a dérangé, c'est ce chandelier de retournement. Voilà. On a fait un gap baissier, en plus avec un gap sur le Forex, donc c'est relativement rare, et on a avalé quasiment, pas un avalement, mais on a retracé plus de 50% du corps de la bougie précédente, et plus de 50% du range de la bougie. Hein, le corps, c'est l'open et la clôture, et le range d'une bougie, c'est le plus bas et le plus haut. Okay, donc c'est les mèches. Et ici, on a retracé 50% du corps et 50% du range. Donc, on a les conditions de renforcement pour celles et ceux qui ont suivi la formation sur les chandeliers japonais. Donc, ici, on a un pattern, on a une baisse, hein, on avait clairement une baisse, et on a un pattern qui nous avertit d'une possible fin de baisse, voire d'un retournement de marché, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je me méfie. Il faudrait que le marché repasse sous les 1,22. Et je pense que le double top va être invalidé. Pour le moment, il ne l'est pas. On peut considérer que c'est un gros pullback. Et je pense qu'il sera invalidé si les prix cassent la moyenne mobile 50. Voilà comment je vois les choses sur le GBP USD. Parce que malheureusement, cette bougie-là, elle invite à la prudence. En tout cas, elle nous dit que la baisse est sûrement terminée et que le marché pourrait reprendre. D'un côté, on a aussi un double top, donc on a des signaux contradictoires pour le moment. C'est un peu embêtant, ça arrive. On a pareil sur le yen japonais. Et ça, c'est suite au vent d'espoir qu'on a eu sur les marchés. Donc la livre sterling, c'est complètement, du moins c'est bien reprise. Mais on est sur un pullback. On vient pour le moment taper, pas invalidé. On peut peut-être essayer d'affiner en données 4 heures. Donc en 1 heure, on a la divergence. En données 4 heures, on voit qu'on a la moyenne mobile 50. Voilà. Là, on est vraiment sur un beau pullback. Moyenne mobile 50 qui vient coiffer les prix. Moyenne mobile 50 daily juste au-dessus. Effectivement, si on casse tout ça, on risque de retourner sur les 1,25. Pour le moment, pullback. Voilà en gros le plan et ce qui me dérangeait sur cette paire. C'est d'un côté d'avoir une belle figure chartiste qui nous invite à un retournement de tendance et de l'autre, en fait, le pullback se fait sur un chandelier de retournement haussier. C'est ça toute la difficulté, en fait, Benoît, de savoir si c'est seulement un pullback ou un retournement de tendance. Et là, malheureusement, je n'ai pas suffisamment d'informations. C'est pour ça qu'après, là, il faut vraiment affiner sur des données de temps plus courtes pour essayer de se dire est-ce que c'est un pullback ou est-ce que en fait c'est juste on va avoir un retournement de tendance. Donc là, en tout cas, on a des éléments. Pour le moment, c'est un pullback. Hein, tant que c'est pas cassé, on est véritablement sur un pullback. Et là, on a une divergence baissière pile sur la ligne de coup. Donc là, on a des éléments qui montrent que ça coince. En tout cas, en 1 heure, divergence. En 4 heures, MM50 qui est juste au-dessus, qui bloque, qui vient coiffer les prix comme ici.
et en journalier. Donc, on a une zone de convergence. C'est ça qu'il faut se dire. Là, pareil, on pourrait tracer la zone. On voit que le pullback, j'ai pris le pullback en prenant la mèche, hein, vraiment. Si je prends un peu l'accumulation des mèches, on est plus sur une zone. Et donc, on est pile poil dessus. Donc, zone de prix, zone par la moyenne mobile 50 daily, zone par la moyenne mobile 50 en 4 heures. Donc, si on casse cette zone, forcément, le marché va repartir. Peut-être en direction de nouveaux plus hauts. Mais en tout cas, il faut être prudent. Et peut-être savoir aussi sortir de position si finalement l'analyse n'est pas bonne, que ça ne sert à rien de rester en mode espoir, sachant que il n'y a pas de doute. Hein, en plus, sur le Forex, on fait un gap baissier. On a un chandelier de retournement pour le moment. Les chandeliers ne fonctionnent pas à 100%, sinon ce serait trop facile. Il peut aussi très bien dysfonctionner. Hein. Si les cours à pullback repartent sous les 1,2080, bon, le chandelier va forcément dysfonctionner. Toutefois, c'est un peu embêtant voilà, de casser les 1,22, là de buter et là on retravaille les 1,22. Si on fait une clôture sous les 1,22, pareil, là, ça plaide pour que le chandelier dysfonctionne en tout cas. Pour le moment, on est au-dessus d'un 22, mais on a de gros obstacles au-dessus de la tête. Mais pareil, il faut savoir changer son fusil d'épaule. En général, c'est rare qu'on ait un plan, on garde un plan, mais quand on a un plan et que finalement, voilà, ça nous saute aux yeux, qu'on a un chemin de retournement et que le marché pourra finalement repartir à la hausse, eh bien, il faut savoir, comme on dit, couper ses pertes. Et donc, même savoir couper ses pertes avant que le stop ne soit atteint. Et en tout cas, si tu as placé ton stop à 1,23 pour jouer le double top, il est un peu serré ton stop. En général, c'est au milieu de la figure. Pour rappel, hein, le stop sur les doubles tops, c'est soit vous le placez au-dessus des nouveaux plus hauts, pour éviter de vous taper un triple top. Donc si vous le placez au-dessus, ça fait double, triple, vous n'êtes pas sorti et le marché a encore une chance de repartir. Soit vous placez votre stop au milieu. Comme ça, quand vous payez à la cassure, ici, vous shortez, eh bien, ça vous offre un ratio de 1 pour 2. Là, ça fait un peu serré et on est pile poil dans la zone au niveau des 1,23. Et en plus, on ne met jamais un stop sur des prix ronds. Jamais un stop sur des 1,23, des 1,22, des 1,2250, des 1,2310. Enfin, 1,2310, c'est pas dérangeant encore, mais les 1,23, 1,2250, 1,24, 1,10, tout ça, ou même sur le CAC, hein, des 4006, des 4007, des 4650, vous oubliez, vous mettez jamais vos prix, vos stop loss et vos TP sur des prix ronds. Vous mettez sur des, voilà, des 4633, des 1,2305, des 1,2518, et jamais sur des prix ronds, surtout pas. Et pareil pour les TP. On évite les prix ronds dans le trading. Alors, concernant le GBP-USD, c'est bon. On va passer à l'euro-NZD. Est-ce par rapport aux banques? Bah, c'est par rapport aux gérants et aux grossements, en fait. Eux, ils s'embêtent pas. Ils s'embêtent pas. Eux, quand ils interviennent, c'est sur des prix ronds. Ils vont pas s'embêter à quand ils vont envoyer leurs ordres aux traders ou à compagnie, voilà, parce que sinon ils font décaler le marché en général s'ils passent une position trop grosse. Mais ils vont pas s'embêter à chercher des chiffres 120, je sais pas, 4633,5 sur le CAC, ou ils vont pas s'embêter à chercher des chiffres un peu compliqués. Ça va être plutôt des prix ronds. Et on le sait que le marché intervient sur des prix ronds et que ceux qui placent les stops sur des prix ronds parfois se font sortir bêtement parce que le marché, voilà, les grosses mains interviennent sur des prix ronds. Donc oui, les banques. Et en tant que particulier, étant donné qu'on est là pour prendre un peu les miettes du gâteau, eh ben, il faut bien placer les stops. Et les stops, on les place pas sur des prix ronds, pas sur des prix psychologiques, toujours avec quelques décimales, donc des 1,2318, des 1,2316, ce que vous voulez, mais évitez les prix ronds. Voilà. Les 1,20, ou quand vous avez un support, là c'est le support, il est à 1,2015, donc oui, si vous êtes à l'achat, vous allez placer sous le support. Et du coup, vous ne le placez pas à 1,20 par exemple, vous le placez à 1,1995 par exemple. Mais il faut absolument éviter les prix ronds. Ça aussi, c'est des petites astuces. Mais voilà, se faire sortir d'un trade pour 2 ou 3 pips, ça m'est déjà arrivé. C'est frustrant et c'est à la fois rageant. Et c'est juste en fait qu'on a mal placé son stop et qu'on a mal regardé le marché. Donc ça arrive. Donc pour éviter ça, se faire sortir sur 2 ou 3 pips, même un pips, hein, ça m'est déjà arrivé,
Pour éviter ce genre d'aventure, on va dire, placez vos stops, ne placez pas vos stops sur des prix ronds. Alors, GBP-USD c'est bon, Euro-USD c'est bon, Euro-NZD, on avait fait un plan dessus la semaine dernière en disant qu'il y avait un avalement haussier daily. Ici, rappelez-vous, voilà, je vous disais, là on a eu un bel avalement haussier, pareil avec un gap baissier, on a avalé. On était sur une zone, magnifique zone de support, avalement haussier, belle réaction du marché. Voilà, donc là c'est un beau setup, on travaille les chandeliers japonais sur zone, toujours, et donc parfaitement bien fonctionné. Après il restait à savoir si on était dans un double bottom ou un range, et actuellement le marché semble partir en range. Et pareil, si on affine, on voit qu'on a un beau range ici. Voilà, stratégie de trading range, en tout cas, pour le moment. Si on casse les 1,8255, effectivement, on va sortir, on va valider ce gros double bottom. Et on pourra aller chercher les 1,8675. Celles et ceux qui étaient à la vente suite à cette série de chandeliers d'hésitation, eh bien, on est arrivé sur le milieu du range. Donc, pareil, milieu du range, on met son stop à break-even, on prend quelques bénéfices, car on peut très bien avoir une rotation partielle ou aussi une rotation complète. Mais en tout cas, il faut assurer ses gains actuellement pour celles et ceux qui étaient à la vente ici avec un stop sous les plus hauts. Ça vous donnait déjà un excellent ratio. Maintenant, il faut milieu de range, donc soit on casse et rotation complète des prix à l'intérieur du range, soit rotation partielle et on casse dans l'autre sens et on valide un double bottom. En hebdomadaire, en tout cas, le marché plaide pour une reprise haussière. On voit qu'on a un sacré chandelier ici, un beau Marobutsu, pareil, étant donné que le gap a eu lieu le lundi. Donc on a eu l'avalement haussier le lundi matin en daily, et résultat, ça a donné un avalement haussier hebdomadaire. Donc là, pareil, attention, on est potentiellement sur un retournement de marché à venir. Donc, ce chandelier n'est pas invalidé, il faudrait que les prix repassent sous le chandelier. Et petite astuce aussi, quand vous avez un chandelier qui a beaucoup de corps comme ici, on sait que les prix ont tendance à retracer. On sait en fait, quand vous avez un chandelier comme ça, on sait que le body, vous mesurez le body, vous mettez un Fibonacci sur votre body, et que la moitié du body, du corps, eh ben, ça représente les 50%, et c'est un support en fait. C'est un support psychologique. On ne va pas forcément le voir sur le graphique, mais là, ça correspond à un support. Et vous voyez qu'en fait, on est venu retracer dans ce chandelier qui a beaucoup de corps. On prend les 50%, et les 50%, c'est un support. On est venu pile poil taper dessus. Donc ça, pareil, petite astuce que je vous donne, quand des chandeliers ont beaucoup de corps, eh bien, quand vous voyez un retracement, dites-vous que les prix, en fait, retracent dans le support du chandelier précédent. Et donc, il n'est pas du tout invalidé, ce chandelier. Donc, reste à savoir si ça va être une rotation partielle ou une rotation complète des prix pour aller sur la borne basse. Sinon, direction les 1,8675. Voilà le plan concernant l'euro NZD. Alors, euro NZD, c'est bon. GBP face au yen japonais. Même constat. Vous voyez? Et encore, on n'a pas de figure de retournement ici, on n'a pas un double top, donc c'est pas dérangeant en soi. Il me semble qu'on parlait d'aller chercher l'objectif. Alors, j'ai mon Pro Real Time qui vient de planter. Parfait. Il me semble la semaine dernière, on parlait des 130-35. Et là, pareil, en fait, c'est le même constat. On break les 130-35 et chandelier de retournement. Chandelier de retournement ici. Donc, pareil, hein, on tente d'aller chercher le mobile 50. Mais en tout cas, potentiellement, le marché pourrait se reprendre.
étant donné qu'on a eu une forte hausse sur les indices, que le yen est complètement délaissé du coup, puisque le yen, on va le rechercher en période d'aversion risque. Hier, on était dans une période d'appétit pour le risque, donc on délaisse un peu les actifs refuges tels que le gold, le franc suisse et le yen japonais. Toutefois, cet appétit pour le risque était quand même porté par un vent d'espoir grâce au vaccin, potentiellement au vaccin de phase 1, hein, qui pour rappel, avec Gilead Science, on avait aussi des essais de phase 1 sur un vaccin et finalement ça n'avait rien donné. Et même si demain on trouve un vaccin pour tous les malades, tous les patients, ce sera magnifique, mais c'est pas ça qui va créer de l'emploi derrière, en tout cas. Mais ça donne du baume au cœur au marché, et donc le marché s'est repris avec ce chandelier de retournement ici. Donc pareil, faux break des 135, réintégration, donc breakout avorté, on réintègre avec un chandelier de retournement. Donc à voir si ce chandelier va fonctionner. Mais en tout cas, logiquement, ce serait de retourner sur les 135,40 suite à ce chandelier. Il sera invalidé. Oui, on va faire l'euro CHF, je l'ai noté. Je l'ai noté, l'euro CHF, parce que c'était impressionnant. On va le faire juste après. Mais voilà, le plan, c'est ça, c'est se dire qu'il y en a un chandelier de retournement, qu'on pourrait quand même repartir. Mais je trouve que éviter d'être sur le... Si vous êtes sur le GBP USD et à la fois sur le GBP Yen, bon, évitez d'être en même temps sur ces trades, enfin sur ces deux paires-là, parce que ça veut dire que vous êtes à la fois sur le 2 fois sur la livre et que là potentiellement, voilà, enfin, du moins sur le GBP USD, on a un signal haussier et un signal baissier, et ici potentiellement on a un signal haussier. On n'avait pas de signal baissier en tout cas, mais pareil, je pense que si l'avalement, enfin du moins si le piercing pattern dysfonctionne sur la livre sterling face au dollar, il y a de fortes chances aussi que la livre retombe pareil. Donc, voilà. Faut en choisir une, évitez de vous mettre sur les deux, parce que si vous n'avez pas bon sur les deux, sauf si vous hedgez ou faites une position en contre-courant, mais évitez en général, pareil, on évite d'être trop exposé sur une devise, essayez d'affiner, de voir sur quel plan est le mieux pour vous, là où il y a le plus de probabilité de succès, là où il y a moins d'incertitude, mais évitez de vous mettre sur deux paires en même temps quand il y a un peu cette indécision de marché et qu'au final, vous pouvez vous retrouver perdant sur les deux positions. L'euro CHF, alors GBP USD, GBP face au yen, c'est bon. Euro CHF, oui. Alors, Euro CHF, c'était la grosse surprise. Quoique, on le savait, du moins certains le disent. On sait que, surtout officieusement, je dis bien pas officiellement, vraiment officieusement, que la BNS défendait le plafond des 1,05. Elle voulait absolument pas que l'euro CHF aille sous 1,05 parce que là, sinon, c'était un gros risque de dégringolade. Donc, le CHF, le franc suisse, c'est un actif refuge, mais depuis l'effondrement des marchés, il s'est pas tant renforcé que ça, hein. Si on zoome, on voit qu'il s'est renforcé, il n'a pas attendu le crack pour se renforcer. Depuis 2018, l'euro est en chute libre et le franc suisse se renforce de 12%. Mais officieusement, la BNS défendait le seuil des 1,5. Donc derrière, hier, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un rallye, le plus fort rallye depuis avril 2017. Pareil, vous voyez qu'on a eu une gap baissier et un avalement monstrueux. On casse la moyenne mobile 50, sortie de biseau, objectif atteint, on valide même un double bottom ici, mais on a déjà atteint des gros niveaux. Donc l'euro CHF, je reste prudent. Alors certes, on a eu un plan de relance de l'Allemagne et voilà, il a bondi suite au plan de relance, il a bondi suite aux espoirs de reprise et de déconfinement un peu partout, il a bondi suite aux vaccins, enfin, aux essais cliniques de phase 1. Donc tous ces éléments ont fait que beaucoup de paires se sont envolées.
ce que je me dis, c'est que le risque est encore là. Lui, le risque n'a pas disparu complètement. Le Covid est encore présent. Les entreprises ont toujours du mal à réouvrir. Les commerces vont souffrir. Certaines entreprises continuent à licencier. Donc, en soi, le risque n'a pas complètement disparu. Donc, me dire que l'euro va rebondir, va aller chercher les 1,084, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal malgré cet avalement. D'où le vent d'espoir qu'on a eu vraiment sur les marchés hier. Et pour cela, j'attendrai quand même pour confirmer une reprise. Donc pareil, hein, si je me mets en hebdomadaire, on voit qu'on a un magnifique avalement ici. Mais j'envisage, en tout cas, une phase de consolidation si on ne casse pas les 1,0665. Vous voyez, ici, c'est vraiment un gros niveau. C'est un peu la zone de polarité, les plus bas de 2016, les plus bas de 2017, et là on est pile poil dessus. Donc potentiellement, tant que le marché ne parvient pas à casser ce gros niveau en hebdomadaire, j'envisage un range. Voilà. La moyenne mobile 50 fait parfaitement... non, là, je suis pas bon. Voilà. Range. Range à venir. Pareil, je m'emballe pas face à ce chandelier parce que je me dis, j'étais quand même très étonné de voir une hausse si importante. Alors certes, la BNS défendait tant bien que mal ce niveau-là, mais me dire que l'euro va repartir en tendance haussière alors que la zone euro est complètement au tapis, que le risque lui est toujours là, le Covid est toujours là, le FMI prévoit encore de revoir les prévisions de la zone euro à la baisse d'ici le mois de juin, qu'elle attend de publier son rapport, qu'elle attend d'avoir un peu plus d'informations pour affiner son rapport, et que les PMI, on sait surtout que l'euro CHF, regardez comment se comportent les PMI en zone euro et comment se comporte l'euro CHF. On est corrélé avec les PMI en zone euro. Donc les PMI en zone euro sont au plus bas. Pareil, là, avalement, mais je me méfie en fait. Je me méfie un peu de ces avalements qu'on a eu un peu partout sur le Forex, donc, en mode reprise, parce qu'on pourrait très bien ranger, en fait, évoluer dans un gros range entre le seuil que défend la BNS et les 1,0630 qui correspondent, voilà, au plus bas d'ici. Et seulement si on casse ce niveau-là en hebdomadaire, alors oui, j'envisagerais un retour en direction des 1,0735. Et est-ce que là on a une divergence ou pas? Elle n'est pas très belle en fait. Non, elle n'est pas belle. Là, il n'y a pas de divergence. Enfin, ça ressemble à une divergence, mais il n'y a pas de divergence étant donné que, vous voyez, on coupe. Je suis obligé de couper les prix. Là, et quand on coupe les prix, c'est pas bon. Ça, c'est pas joli. Voilà. Là, sur l'indicateur, c'est bon. Mais là, je suis obligé de couper les prix, en fait. Et quand je trace ma droite et qu'elle coupe les prix, pareil, éviter ce genre de divergence parce que c'est pas une jolie divergence, mais ça, je l'explique aussi dans la vidéo de formation au trading. Mais voilà, petite astuce pour celles et ceux qui ne le savaient pas, donc évitez ce genre de divergence qui est plutôt piégeuse. Voilà pour l'euro CHF. En tout cas, oui, gros flux, flux haussier, avalement haussier hebdomadaire, avalement journalier, mais taper une reprise à 1,084, parce que là, si on a un avalement haussier, c'est pas pour aller chercher les 1,0665. Hein. Un bel avalement haussier, c'est vraiment là, c'est on retourne la tendance. Donc je me méfie. Je me méfie parce que pour moi, le niveau à franchir pour parler de reprise, c'est les 1,0630, 1,0640. Tant qu'on est en dessous, eh bien pour le moment, ça sent le range. Et là, on a une belle divergence. Vous voyez, sur borne haute du range, ici, voilà, on est en train de valider. Et là, on a une super divergence qui est en train de se dessiner sur borne haute du range. Voilà pourquoi je me méfie. Voilà comment on peut affiner. Et là, elle est parfaite. Et là, elle est sur borne haute du range. Éression sur achat. Pareil aussi, divergence 4 heures. Boum. Voilà. Une divergence 1 heure dans une divergence 4 heures. Ça, c'est du setup que j'aime. Ça, c'est quelque chose de beau. Bon, l'élément dérangeant, c'est l'avalement haussier. Voilà, qui lui, l'avalement haussier, vous dit, mais comme je l'évoquais, en fait, on a eu plein de faux signaux hier, avec tous ces avalements, ces lignes de chandelier qui sont apparues sur le GBP-USD, le yen japonais, l'euro CHF. Mais
c'était porté par un vent d'espoir, en fait. C'est ça que je me dis. Il y avait pas, on n'a pas dit, bon, on a trouvé le vaccin, bon, on injecte des nouvelles liquidités, mais ça, on le sait. Enfin, le risque est toujours là, l'incertitude est toujours là, la reprise va toujours être longue. Enfin, ça n'a pas résolu tous les maux du marché, quoi. Et là, d'un point de vue du trading, eh bien, divergence H4, divergence H1, borne haute du range. Voilà mon analyse sur cette paire. Maintenant, vous savez tout. Et on est à proximité d'une zone de polarité, quoi. Donc, énorme divergence sur zone hebdomadaire. Donc, vous savez tout. Alors, Euro CHF, c'est bon. Je regarderai après le 4 CHF. Je vais accélérer un peu, mais là on a fait les paires les plus intéressantes en tout cas. L'AUD-USD, range, pareil. Voilà, range ou triple top. Donc à vous de voir, à vous de surveiller. Et pour l'AUD-USD, voilà, range, on peut l'affiner en données 4 heures. Bon, ma grosse zone que j'attends, c'est vraiment, elle n'a pas changé, c'est ici, hein, c'est la zone mensuelle. Je vous la remontre. Ça, c'est pour le reverse. Ça, c'est pour le reverse parfait. Donc, tendance baissière, excès baissier. On remonte, on reprend dans le flux de la tendance pour faire un reverse. Donc, un reverse, c'est retourner pour reprendre dans le sens de la tendance initiale sur cette zone-là. Ici, qu'on est venu travailler, ici, ici, et tout là. Et un peu là. Donc, c'est ma zone mensuelle. Donc, on affine. En daily, on voit qu'on a un range. On a la moyenne mobile 200 qui vient s'aligner parfaitement au-dessus de notre zone. Donc, si on casse par le haut ce range, c'est direction la zone des 67,10. Et ici, on pourra commencer à travailler l'AUD-USD. Sinon, on affine encore en 4 heures. Et en 4 heures, voilà, on peut travailler le range en 4 heures. Le range est avant tout un range 4 heures. Voilà. Ici, on a des changements de retournement. Ici, on avait un avalement. Et ici, on n'a rien pour le moment. On a eu un ressaut, ce qu'on appelle. Bon, ici, c'est pas suffisant, je trouve. Et lui, il est en formation. Il va peut-être essayer de... Pour le moment, il prend la forme d'un pendu, en tout cas. On a une belle mèche haute, petit corps. On est plutôt dans un pendu, mais il faut attendre la clôture de la bougie. Là, pour le moment, c'est un peu tôt. Pareil, c'est une bougie avec un pattern. Pour rappel, les bougies avec un pattern nécessitent une confirmation avec la deuxième bougie. Donc, il va falloir au moins attendre 18 heures pour confirmer s'il y a un retournement de marché. Et voilà le plan. Trading range, encore une nouvelle fois. Et la hausse permettrait d'aller chercher la zone mensuelle, la fameuse zone mensuelle que j'attends. Et c'est ici que ça va devenir intéressant pour travailler. Sinon, pour les traders intraday, eh bien, vous avez le range à travailler sur des signaux de retournement. Des signaux de retournement, autant pour moi. Et pareil, petite divergence. On a pas mal de divergences. Hein. Encore une fois. Voilà. Mais elle n'est pas validée. Enfin, si, presque. On est repassé au-dessus. On est pile poil dessus. On est pile poil dessus avec cette bougie-là. Encore une fois, divergence sur borne haute du range. Ce serait bien d'avoir un chanvier de retournement 4 heures pour confirmer la divergence et pas s'emballer. Et puis si on a un chandelier qu'on est vraiment tout juste, on l'a à peine cassé. Limite, elle est encore trop juste. Mais en tout cas, voilà, ça c'est des éléments que j'aime bien. Travailler les bornes hautes de range avec des divergences haussières qui se matérialisent, un peu comme on a eu sur l'euro CHF. Faut être patient. Sur le triangle AUD-USD, tu le voyais comme ça. J'avais pensé aussi à un triangle. Triangle ascendant, un peu comme ça. Ouais, j'avais pensé aussi au triangle.
J'avais pensé aussi au triangle parce qu'on n'était pas venu faire complètement. C'est vrai que ça pouvait faire penser à un petit triangle ascendant. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Effectivement, je l'avais noté au début et puis je l'ai supprimé. Mais effectivement, ça pourrait faire un gros triangle. En tout cas, s'il faut aller même chercher la borne basse du triangle, le ratio est bon, hein. Si on a un champ de retournement ici, que les divergences se valident, le stop se place au-dessus des plus hauts et que ça part, là ça offre quand même, il y a au moins un ratio de 1 pour 2 sûr, peut-être pour 1 pour 2,5, voire 1 pour 3, tout juste, tout juste. Mais en tout cas, il y a le ratio. C'est ce qui compte, c'est de vérifier si le ratio est là. Et là, le ratio est bien présent. AUD-USD, c'est bon. Orosa Chef, c'est bon. NZD-USD, même constat. Range. Alors là, je vais tout supprimer parce que c'est plus bon. Voilà. Et en journalier, voilà. Même constat. Finalement, on va partir dans un range ici. Là, le rectangle, je vais mettre une autre couleur. C'est une zone de polarité mensuelle. Ça, je l'avais noté. C'est une grosse zone et en fait, on la travaille. Je vais la mettre en vert. Donc là, c'est une grosse zone mensuelle. Ah, mais je l'ai plus. C'est la zone qui doit être là. 0,59, ça doit être ça. Ça doit être cette énorme zone qui est là, qu'on est venu travailler. Donc c'est pour ça que je la laisse en jaune et qu'on travaille dessus. Et que finalement, on est dans un range. Pareil, hein, léger gap baissier, avalement haussier. Donc là, il faut attendre un retour des prix sur la borne haute du range. Là, clairement, on a eu un bel avalement sur la borne basse. Si on affine en 4 heures, même constat. Vous pouvez tracer votre range et attendre. On peut l'affiner un peu mieux, histoire de prendre, vous prenez les clôtures, vous laissez les mèches. Mais voilà, attendre la réaction du marché sur la borne haute et se positionner sur des chandeliers de retournement ou des divergences. Là, je pense pas qu'on ait une divergence en une. Non, pas de divergence. Là, vous voyez, pour le coup, le spike ici est plus haut que celui-là. Donc là, pas de divergence. Peut-être qu'on pourrait en avoir une deuxième, hein, pas sur ce creux-là, mais là, voilà, comment dire, l'indicateur s'est dégonflé, donc si on repart un peu à la hausse, ici, peut-être qu'on pourrait former une divergence sur le deuxième point, et sur la borne haute. Donc, à voir. Ouais, mais ce qui me dérange sur l'euro-USD, c'est qu'on est toujours sur support, en fait. C'est les 1,094 qui me dérangent. Mais oui, la divergence, elle est validée. Elle est propre. À vous de voir. À vous de voir maintenant. C'est juste ça qui me dérange comme élément. Ici, qu'on soit pas aussi sur la borne haute, USD CAD. C'est juste ça. Il faut voir en 4 heures si on a. Effectivement, si on fait un faux break, peut-être qu'on a. Là, on est encore sur. Bon, de toute façon, les US, ils ouvrent à quelle heure? D'ici 25 minutes. Encore une fois, c'est les US qui font driver la paire. Et on verra bien ce que ça donne. Mieux vaut attendre l'ouverture US avant de se positionner, je pense. NZD-USD, c'est bon. Oh, il est pair en CAD, je l'ai oublié. Il se passe rien. Ce qui est intéressant de voir, c'est que. Alors, on est dans un range et que malgré la hausse du pétrole, eh bien, bon, alors hier, oui, on a pris 10%, donc le dollar a reculé, effectivement, mais malgré la récente hausse du pétrole, le dollar reste solide. Le dollar reste quand même très solide et on consolide dans un range triangle. Là, pour le coup, je vais l'enlever, j'ai l'impression qu'on est dans un triangle. Là, on a un beau triangle de consolidation, donc pareil, on peut chercher des achats sur signaux de retournement sur la borne basse, ici, pour aller chercher l'oblique.
du triangle. Et je pense que la cassure, voilà, il va falloir surveiller la cassure de ce triangle. Voilà. Et la cassure de ce triangle donnera le tempo pour la suite. Donc, si on casse, on a quand même une grosse zone ici, à 1,3770, mais d'un autre côté, on a un joli gap qui a été laissé ouvert. Pareil, imaginons qu'on casse par le bas, si je reprends la hauteur, c'est quand même bien fait, ça nous donne l'objectif théorique du gap qui a été laissé ouvert. Donc l'objectif théorique serait d'aller, si on casse, c'est d'aller chercher le gap qui est laissé ouvert à 1,3380. Voilà un niveau de prix qui coïncide, qui correspond avec l'objectif théorique du triangle. Et inversement, si on sort par le haut de ce triangle, bon, il n'y a pas voulu me prendre en entier, mais ça donnerait, voilà, il faudra aller chercher retour sur les plus hauts. Dans un triangle, donc soit on attend la cassure, soit on essaye de travailler la borne basse, comme à chaque fois ici. C'est-à-dire en repartant dans l'hypothèse qu'on est dans un grand range, mais que ce range finalement dérive. Je vais enlever tout ça, ce sera plus propre. Que ce, mince, je l'ai supprimé, que ce range dérive finalement dans un triangle, vous voyez, ici, et que ça n'empêche pas de se positionner sur la borne basse, en tout cas, avec des signaux de retournement. Mais que là, on était dans un range au début, et puis en affinant, on se rend compte qu'on est plutôt dans un triangle. Et de surveiller la cassure de l'oblique. La cassure de l'oblique délivrera un signal, et ainsi de suite. Si on casse les anciens tops, on remonte, et l'objectif, c'est d'aller chercher les plus hauts ici. Un triangle symétrique en H4 dans le range, ici. 1, 2, 3, 4. Effectivement. Effectivement. Il est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Il est bon, mais je préfère privilégier les unités de temps supérieures pour le coup. Et vendre ici, je me dis que vendre ici, on est quand même sur un gros support. Mais oui, il y a un triangle. Mais là, je trouve qu'on a quand même plus de visibilité et on voit vraiment qu'on temporise, quoi. Et que le triangle est vraiment très propre ici. Je préfère attendre les niveaux clés. Après, effectivement, on a un triangle. À l'intérieur d'un triangle, c'est toujours un peu compliqué d'avoir ce genre de configuration. Qui va l'emporter sur qui? Il m'a pas sauté à l'œil, en tout cas. Je me dis, bon, les figures chartistes, en général, elles fonctionnent parce que beaucoup de monde les voit. Et celui-là, pour le coup, ce niveau de consolidation qu'on est en train de... On voit bien les zones, on voit bien les réactions, donc je préfère privilégier ce triangle. Effectivement, donner 4 heures, je suis pas contre. Il y a un peu un gros delta entre le point bas ici, c'est juste ça qui me dérange, même là. À toi de voir, honnêtement. Là-dessus, je préférerais attendre quand même soit la cassure de cette borne basse, soit la cassure de l'oblique. Là, c'est pas un gros niveau. C'est pas un gros niveau, on va dire. Ici, on a cassé ici, mais ça correspond pas à grand chose. Ça correspond pas à grand chose. Là, c'est droite de tendance. Si on réfléchit, on se dit, bon, une oblique, c'est 2 points pour être tracé, 3 pour être validé. Donc là, on a tracé nos 2 points. Et finalement, le troisième, il n'est pas validé puisqu'on le casse. Donc, elle n'a pas beaucoup de pertinence, cette oblique. Alors que si on se dit, cette oblique, elle a déjà 1, 2, 3, 4, voilà. Elle montre que le marché a quand même, elle est validée, cette oblique. Pareil pour ici, 1, 2, bon, voilà, je pense qu'on va aller sur les 3. Et si ça tient, finalement, voilà, le vrai triangle sera lui. On aura eu
plusieurs points de contact, et plus on a de points de contact, plus notre oblique horizontale ou même notre oblique descendante ici est pertinente. Vague de Wolf, non, je la verrai pas comme ça. Je suis pas un spécialiste après là-dessus. Mais là, ça ferait 1, 2. Non, elle est pas bonne. Elle est pas bonne pour une vague de Wolf. En tout cas, le niveau à surveiller, voilà, c'est la borne basse. Pour moi, mettez ça dans votre tête, c'est ce niveau là où on s'approche, et il est 1,3770. Ou l'oblique, si on casse, effectivement. Faut voir, hein, si le pétrole retombe, je pense que le dollar a de fortes chances de s'apprécier encore, hein. Le dollar, c'est la valeur refuge par excellence en plus. Donc là, le pétrole, s'il corrige un peu et que les indices retombent aussi, le dollar pourrait vite s'apprécier de nouveau. Mais je préfère être patient, pareil, parce qu'en fait, quand tu vends, enfin, quand tu shorts ce triangle-là, tu as un gros obstacle juste sous les pieds. Se dire, tiens, si ça casse pas, boum, le marché va se retourner et je me fais sortir. C'est aussi ça. Qu'on voit ce triangle et qu'on se dit, bon, finalement, est-ce que ça vaut le coup, sachant que j'ai un gros niveau de support juste en dessous, donc je rentre, mais je vends quasiment un support, en fait. C'est ça qui est dérangeant. C'est ça que se dire aussi, bon, peut-être le triangle, c'est quel niveau qui me semble le plus important, ce niveau-là ou ce niveau-là? Ce serait intéressant de voir si ici j'ai un gros niveau de prix. Mais le niveau le plus pertinent, ça me semble quand même le niveau actuel, là, qu'on travaille, où il y a toutes les mèches. L'EuroCAD, c'est la même chose. EuroCAD, on est dans un range. Encore une fois. Rien n'a changé. Dans un range aussi. Ça consolide. Si je me mets en 4 heures. Il va pas me le prendre. Non, tant pis. On est dans un range. La même chose, même constat. EuroCAD, non, si je supprimé. EuroCAD, USDCAD, même combat, le range. Seulement qu'on a potentiellement un triangle, et ici on n'a pas de triangle, on a plutôt un range. On a quand même du mal à aller sur la borne haute et la borne basse. C'est pour ça que je le préfère en journalier, mais j'ai l'impression qu'on a un diamant. En fait, ça ressemble à un diamant. C'est là ce qui me manque, c'est un point ici. Là, j'ai pas de point. Mais ah, ce serait bien que ça remonte ici. Là, je pourrais tracer mon diamant. On aurait un beau diamant. C'est rare, surtout sur le forex. Ça tombe bien, demain j'ai les figures chartistes. Ça pourrait être un diamant, finalement. Vous voyez? Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est pas si moche en tout cas. Et là, on a vraiment la forme du diamant. Donc dans un diamant, ce qui manque, c'est un point de contact ici pour le moment. Il manque juste un point de contact ici. Là, ce serait bien et que ça retombe. Là, j'aurai un beau diamant de consolidation. Et reste à savoir si c'est un diamant de creux, logiquement, ça repart à la hausse. Et si on casse, ça pourrait repartir à la baisse. Mais, ouais, je vais enlever le range. Je vais partir de l'hypothèse d'un diamant. Il me faut juste un deuxième point de contact ici pour tracer ma droite. Là, j'ai tout bon ici. Il est bien formé. Là, il est bien formé ici. Il est très beau, très propre. Et là, il me faudrait une rotation un peu plus haute. Et on partirait dans un beau diamant de consolidation ou diamant de creux. Un diamant de creux, c'est un peu compliqué étant donné que le mouvement est quand même haussier, mais de correction là sur support, et on aurait un diamant. On va partir dans un diamant.
Consolidation, pareil, on va partir. Voilà. Phase de range, mais si ça bloque ici et que ça parvient pas à coincer, partez du principe qu'on est dans un diamant sur l'Eurocad, en tout cas. Et on verra ça. On verra ça. C'est rare les diamants sur les forex, hein. J'en ai vu très très peu. C'est pas le genre de figure qu'on trouve. J'en ai vu un ou deux une fois sur le NZD USD, mais très très rare. Pourquoi pas? Après tout, les figures chartistes, on les trouve sur tous les actifs. Mais les diamants, j'en ai plus vu sur les actions que sur le forex. Mais en tout cas, celui-là a une belle tête. Il me manque juste un point de contact et il est validé. Alors, Eurocad, USDCAD, eh bien, écoutez, j'ai fait toute la liste. Est-ce que je vais oublier? Et sinon, on passe aux indices. J'ai fait toute ma liste. Peut-être NZD face au yen japonais. Il manquait peut-être celui-là. Je sais qu'il n'est pas trop regardé. J'aimais bien la configuration du range aussi. Encore une fois, le Forex, c'est un marché. Allez, on peut le prendre correctement. Ce mec-là. Voilà. Cette belle phase de range qu'on a surtout ici, en journalier. Donc, j'étais aussi intéressé par ce range. On était en train de, voilà, en 4 heures. On va se mettre comme ça, il sera plus propre. Range 4 heures, donc surveiller la borne haute, encore une fois. Bon, et voilà, depuis le 24 mars, on est vraiment dans un gros range sur le NZD face au yen. Donc voilà, stratégie de ping-pong, encore une fois. Ah, c'est dommage. C'est dommage qu'on ait le spike ici. Tant pis. Sinon, ça pourrait faire une belle divergence. Mais là, on a un beau spike qui passe au milieu, là, sur ce rallye de bougie. Donc, attendons. Et si cassure par le haut du range, dans ce cas-là, on peut aller chercher un peu plus haut. Voilà, fin de consolidation, et ce serait d'aller chercher les 67, voire les 68. Eh bien, écoutez, j'ai fait mon tour d'horizon concernant le Forex. Il y avait l'euro GBP aussi, je ne sais pas si vous voulez qu'on le regarde. On était sorti de range. Sinon, dites-moi dans le chat si vous voulez qu'on regarde encore d'autres paires du Forex. Lui, j'en avais parlé dans le briefing des marchés de ce sortie de range double bottom. L'objectif théorique, c'est les 0,90. Là, il a envie de... Pour les traders intraday, eh bien, c'est simple. C'est propre techniquement, ça peut être intéressant dans le sens où en journalier, on est sur résistance, les 0,8950, hein, on peut l'identifier clairement ce niveau qu'on travaille. Ici, spike ici, on a bien travaillé, là quasiment ici, là un petit peu, là on est pile poil dessus. En 4 heures, on avait notre double bottom qui s'est validé. L'objectif est d'aller chercher les 0,90. On a atteint un objectif majeur à 0,8950. Toutefois, on peut encore affiner de se dire la cassure. Je pense qu'on va sortir par le haut car on a un triangle. On a un triangle et la dynamique est haussière en fait. Voilà. Donc, pour les traders intraday, qui veulent se régaler, eh bien, vous avez un triangle juste ici. Un triangle ascendant. Voilà. Changer la couleur. Mais ici, potentiellement, voilà. On est en train de consolider à l'intérieur d'un triangle de 1 heure, enfin, horaire, et la cassure par le haut devrait permettre d'atteindre l'objectif. Mais ce triangle se forme sur la résistance. Donc voilà, la cassure des 0,8955
enverra le signal pour aller chercher l'objectif théorique du double bottom. Voilà concernant le Forex. Je pense avoir fait le tour d'horizon. En tout cas, je vous ai montré toutes les paires que j'avais notées, qui me semblaient intéressantes. Et maintenant, on va passer aux indices pour terminer. Pareil, ça va être assez rapide sur les indices. Étant donné qu'on est dans des ranges, encore une fois, est-ce que vous avez des questions sur le Forex? Sinon, je pourrais aussi revenir tout à l'heure dessus si besoin. Concernant le CAC 40, où en sommes-nous? Eh bien, on peut dire que l'objectif, lui, l'objectif du chandelier de retournement qui était ici a été atteint. Voilà, ici on avait notre Dark Cloud Cover et le premier objectif c'était d'aller chercher au moins le comblement du gap. Voilà, donc, il a été fait, le gap a été comblé, donc ce chandelier a parfaitement bien fonctionné. Je l'enlève, il ne sert plus à rien. Maintenant on passe neutre. Et où en sommes-nous? Eh bien on est dans un range. Alors oui, la hausse d'hier a été impressionnante, plus 5%. Mais concrètement, où on est dans un range en fait. Et encore une fois, les vendeurs vendent ici, la borne haute. Donc on est dans un méga range qui dure depuis plusieurs semaines. Et ça va être ça. Et je m'attends à ce qu'on consolide là-dedans encore plusieurs semaines. Donc c'est quand même un beau range de 4006 si on arrondit à 4100, quasiment 500 points. C'est un range de 500 points. Donc c'est pas rien, mais on pourrait encore consolider. Pourquoi pas faire des excès et puis à chaque réintégration, à chaque bull trap, viser la borne de base. Mais voilà le range. Pas grand chose à dire de plus sur le CAC. Les pivots à surveiller, ça va être bien évidemment les 4150 et les 4600. Cassure des 4600, accélération je pense pour aller chercher au moins les 4008, voire les 4930. Par contre, cassure des 4140, direction les 3008. Mais sur le CAC, on est dans un magnifique range. Le seul élément intéressant, c'est l'avalement qu'on a eu ici. Bon, alors que sur le DAX, il a été invalidé, étant donné qu'on avait aussi l'avalement et les prix sont passés au-dessus. Donc pour celles et ceux qui étaient short à la suite de cet avalement sur le DAX, se sont fait sortir logiquement si leur stop était juste au-dessus. Mais sur le CAC, voilà, on a un avalement. Si je zoome, voilà, on a fait un petit gap haussier, on a avalé. Et les prix, hier, malgré les plus 5%, n'ont pas réussi à accélérer en direction des 4006. Donc cet avalement en soi n'est pas validé. Mais on pourrait très bien consolider dans un range en fait. Pour moi, le pivot, ça va être les 4150 à surveiller. Donc en hebdo, avalement, mais invalidé sur le DAX, mais le CAC est un peu à la traîne. En journalier, on est complètement dans un range. Les vendeurs se manifestent et sortent du bois à l'approche des 4550, 4600. Les acheteurs, eux, proches des 4180, 4150. Et en 4 heures, pas grand chose à dire en 4 heures. Ça, je peux l'enlever. On fait un Dark Cloud Cover ici, mais je suis pas fan des Dark Cloud Cover en 4 heures sur le CAC. Mais oui, avalement en gap haussier, on retrace plus de 50% du corps de la bougie précédente, donc éventuellement un signal de retournement, étant donné qu'on est proche de la zone. Mais c'est un range. En tout cas, sur le CAC, la stratégie, c'est acheter en bas, vendre en haut, attendre cassure, accompagner le flux, attendre cassure, accompagner le flux vendeur. Ça va être aussi simple que ça. Et ça peut durer des semaines encore. Et en 1 heure, bon, pour de l'intraday, il n'y a pas grand-chose à faire. Essayer de se rapprocher le plus possible de cette zone et d'avoir des signaux de retournement. Et pour le DAX, c'est la même chose. On est dans un range
Gros range, 10 240, 10 250. Je n'exclus pas un excès à 11 350, allez, 11 400, parce qu'on a un gap en fait qui est laissé ouvert ici, là. Juste ça. Donc, je me méfie du DAX, qui fait quand même pas mal de pièges. Mais un excès juste pour venir combler le gap. Voilà, on a un gap qui est laissé ouvert ici. On est quand même sur une grosse zone hebdomadaire, il me semble. Voilà, c'est ça. C'est la grosse zone qui est juste ici. 2015. 2015, c'est le point bas de 2019, quand les bourses ont bien dévissé aussi une première fois. Non, pardon, août. C'était ici le point bas de fin 2018. Ici, point bas, on a un peu travaillé, là aussi. Et voilà, c'était le top de 2015. Donc c'est une grosse zone. Là, on voit qu'en hebdomadaire, l'avalement, il a été invalidé, hein, étant donné que les cours sont passés au-dessus, mais pas sur le CAC. Bon, après, le CAC est plus fébrile. Le CAC, lui, a rebondi que de 38,2, alors que le DAX a rebondi jusqu'à 50%. Donc, le DAX est un peu plus solide dans son rebond, alors que le CAC, lui, c'est l'indice qui sous-performe le plus actuellement. Si on devrait faire un classement, premier Nasdaq, premier Nasdaq, deuxième S&P, troisième Dow Jones, quatrième DAX, cinquième CAC. Voilà. Et en journalier, on voit clairement le range. 10 240, c'est le gros niveau à franchir pour espérer plus de baisse, en tout cas, pour aller chercher les gaps laissés ouverts ici. Mais pour le moment, phase de trading range. Je n'exclus pas un excès à 11 400 juste pour venir combler le gap. Mais pour le moment, voilà, les vendeurs sont quand même assez présents sur la borne haute du range. En données 4 heures, pas plus d'informations. En données 1 heure, non plus. Et c'est pareil pour l'ensemble des indices. Hein. Si je vais sur le S&P, d'habitude on ne le regarde pas, mais voilà. Bon, là le S&P, il nous valide une divergence, ça j'aimais bien. Petite divergence baissière en 1 heure, mais on est dans un range. Encore une fois, vous voyez. Donc là, pareil, je vais enlever. Je vais nettoyer tout ça. Range. Encore une fois, on est dans un range. Avec la moyenne mobile 200 juste au-dessus de la tête. Donc tous les indices sont dans un range. On a beau faire une hausse hier phénoménale sur les indices, ça n'empêche pas qu'on est toujours, on n'a pas cassé de niveau clé en fait, que ce soit sur le DAX, le CAC, le S&P. Ah oui, la hausse hier était impressionnante, effectivement. Si on prend du recul, on est dans un range en fait. On n'a pas cassé un niveau technique qui va nous dire ah bah tiens, là on va avoir plus de hausse, on a cassé un niveau clé. Non, on est revenu sur la borne haute du range. Et là actuellement, ça cale en tout cas. Et en données 4 heures, voilà, on peut identifier le range ici. Et on a un magnifique range, avec plusieurs chandeliers d'hésitation quand même, je trouve ici. Hein, quasiment, étoile, pas mal de doji, un peu une étoile filante, presque. Enfin, là, plutôt un doji, la doji pierre tombale quasiment, donc beaucoup d'hésitation quand même. La divergence qui a été confirmée sur les S&P sur la borne haute ici. Toutefois, les US ouvrent dans 1 minute, donc on verra bien ce que va faire la première économie mondiale. Et le Dow Jones, eh bien c'est le même constat, c'est un range. Journalier. Alors belle hausse, effectivement, belle hausse, mais on ouvre sur la borne haute du range. Vous voyez, le range il est là. En hebdomadaire, on est sur un gros niveau de travail. Effectivement, c'est un gros range. Si on repasse sous les 23 200, là c'est fin du rebond. Mais pour le moment, on est prisonnier. Hein. Ça fait quand même depuis le 13 avril, 1 mois qu'on travaille cet énorme niveau. Là, ici, finalement, si on affine en journalier, on est dans un range.
encore une fois. Donc là, on est sur la borne haute. Ça recule un peu. On a un gap. Donc les prix pourraient être attirés, mais on pourrait en fait continuer à ranger en fait. Il y a 24 800, 22 800. On dirait pas, hein, mais c'est 2000 points. Hein. 2000 points de range, c'est quand même énorme. Et quand on prend du recul comme ça, on n'a pas l'impression qu'il y a 2000 points sur le Dow Jones. Mais c'est un gros range de 2000 points. Sur le DAX, on a un range de 10 240 à 11 000. Donc range de 800 points à peu près. Sur le CAC, on a un range de 500 points. C'est quand même beaucoup. Hein, quand on se dit l'indice, voilà, il a combien exactement? Il a 4500. Donc oui, 500 points sur 4500, c'est beaucoup. Donc on est dans des ranges. L'interdiction de shorter le CAC est levée par l'AMF. Oui. Alors, est-ce que c'est ça qui va faire aujourd'hui? C'était aujourd'hui, il me semble. C'est le 18 ou c'est je sais plus si c'est aujourd'hui ou si c'était hier. Mais oui, c'est aujourd'hui maintenant ou hier. C'est on pouvait de nouveau shorter les valeurs du CAC. Donc, est-ce que ça va avoir un impact? Je pense pas que ce soit un catalyseur en tout cas. Oui, ça peut jouer dans le carnet, ça c'est sûr. Parce que interdire de shorter pendant 2 mois, bon, faut aller pas déconner non plus, j'ai envie de dire. Quand le marché gagne 5-7%, on n'interdit pas d'acheter, donc je vois pas pourquoi on devrait interdire de shorter le marché quand il perd 5-7%. Encore une fois, ça remet en question l'efficience des marchés, qui est un véritable problème, je trouve. Et ça démontre encore une fois que les marchés ne sont pas efficients parce qu'on est obligé d'intervenir de la sorte, alors que les marchés fonctionnent correctement. Pareil pour la vente, enfin du moins oui pour la vente à découvert. Donc, mais bon, c'est comme ça. Je pense pas que ça va être un gros catalyseur. Ça va créer une nouvelle dynamique dans le carnet, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça qui va engendrer de la baisse, en tout cas à venir. Enfin, beaucoup de baisse. Ça va vraiment être voilà, les fondamentaux, même si pour le moment les fondamentaux sont juste horribles. Il est quand même difficile de trouver des bonnes news, du moins dans les fondamentaux actuellement. Mais tant qu'on a les banques centrales et des plans de relance, ça satisfait amplement les marchés. Donc on verra d'ici quelques mois si finalement l'argent va résoudre tous les problèmes des marchés financiers. Bah tu peux tout shorter normalement. Oui, tu peux tout shorter, Tommy. Alors oui, Pascal, tu peux retrouver ce webinaire, il sera disponible en général à partir de 17h30, 18h directement sur la chaîne YouTube de DailyFX. Tu tapes DailyFX France sur YouTube et tu pourras retrouver le webinaire. Eh bien écoutez, je pense avoir fait le tour, en tout cas. Pour une fois, on a tenu les délais, 1h30 d'émission. On a pris un peu de retard en début d'émission avec le petit problème de son. En tout cas, voilà, j'essaie de faire un peu moins long les émissions, qu'elles soient un peu moins longues surtout, pour que le replay soit plus facile à suivre pour celles et ceux qui travaillent, qui ne sont plus confinés, qui ne peuvent pas suivre en direct ce webinaire. Pour les autres, profitez-en pour me poser des questions directement en live, aborder des concepts que vous n'avez pas compris ou des vidéos que vous avez vues de formation et vous n'avez pas pu poser votre question et vous souhaitez aborder certains thèmes, revoir le money management, revoir les chandeliers japonais. Donc c'est aussi fait pour ça. Hein. La dernière partie d'émission, une fois que j'ai fait tout le scan, une fois qu'on a scanné ensemble l'ensemble des actifs, eh bien, n'hésitez pas à me poser vos questions. Merci Olivier. Demain, petit rappel, hein, c'est les figures chartistes, deuxième partie. Deuxième partie d'émission, oui, deuxième partie. Deuxième et dernière partie pour les chandeliers, pour les figures chartistes. Alors, serait-il possible d'inclure dans des webinaires les analyses de monnaie pour construire des paires, ainsi leurs aspects psychologiques pour les investisseurs? Dans un webinaire éducatif ou dans ce
type de webinaire qu'on est en train de faire, Thierry? Éducatif. J'ai beaucoup de demandes en ce moment pour les webinaires éducatifs entre le prochain webinaire, entre les zones, l'Ishimoku. Je vais peut-être m'orienter sur l'Ishimoku pour la 3e partie, en tout cas, enfin, pour faire une nouvelle partie sur l'Ishimoku qui aura lieu au mois de juin. J'ai peut-être trouvé quelqu'un. Donc, s'il est dispo, en tout cas, le prochain webinaire éducatif sera sur l'Ishimoku, parce que j'ai tellement eu de demandes durant le confinement. Je cherchais juste un intervenant, quelqu'un voilà, qui a prouvé qu'il était compétent sur cet indicateur, qui a même écrit plusieurs ouvrages. Donc, je suis en train de voir ça, et ça devrait voir le jour normalement au mois de juin. Donc, j'espère que ça va se faire, et ce serait le prochain webinaire éducatif. Et logiquement, le prochain webinaire éducatif, après le Ishimoku, si c'est bon, c'est les zones. Comment tracer les zones? Et ça aussi, je suis en train de voir pour inviter quelqu'un. Comme vous le savez, je vous ai dit... Ok, bah, les dates, ce sera... En général, c'est... Comme d'habitude, c'est mensuel, c'est un rendez-vous mensuel. À mardi, Adrien. Bonne fin de journée à toi. Et bon trade. Et sinon, oui, c'est un rendez-vous mensuel. Et maintenant, je vais essayer d'inviter en tout cas des intervenants à chaque fois. Comme je vous le disais, j'ai fait pas mal de thèmes, les chandeliers, les figures, la psychologie. Et je vais essayer d'inviter maintenant des intervenants. Un trader professionnel, un expert en Ishimoku, quelqu'un qui connaît bien la psychologie des marchés et faire un podcast avec lui pour vous faire découvrir en fait sa méthode ou ses enseignements, et ce qu'il a retenu et les erreurs des marchés. Donc, voilà. Je vais essayer d'inviter tous les mois une personne experte sur les marchés, du moins qui a pas mal d'expérience, pour qu'il vous fasse découvrir un peu sa méthode ou son expertise dans son ensemble. Le scalping sera-t-il compris avec Ishimoku? Je ne sais pas. Alors, je sais pas. En soi, la méthode reste la même, hein. La cassure Tenten Kijun que je vous ai montré, vous pouvez le faire pour du scalping, hein. Le range, c'est pareil pour le scalping. Il me semble, alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'est pas expert en scalping sur l'Ishimoku. Je pourrais toujours le demander. En tout cas, le scalping, moi, je sais pas faire. Et j'ai beaucoup de demandes aussi sur le scalping. Donc pareil, je vais essayer durant les prochains mois de trouver un expert en scalping et de vous faire une présentation sur comment trader le scalping avec l'Ishimoku ou comment trader le scalping, mais pas forcément une méthode, mais comment ce professionnel, lui, intervient tous les jours sur les marchés, quelle est sa discipline, quel est son plan, quels sont les niveaux qu'il va surveiller en scalping, comment il va travailler, pas forcément dévoiler son process, mais au moins d'avoir la méthodologie, hein, travailler correctement. Donc pareil, qu'il donne des petites astuces finalement, parce que expliquer une méthode de trading en un webinaire de 1h30, c'est juste impossible, c'est très long. Mais il guide, de vous guider. Encore une fois, d'essayer de vulgariser quelle est sa méthode, comment il travaille, est-ce qu'il travaille beaucoup d'actifs, est-ce qu'il travaille un seul actif, est-ce qu'il se focus actuellement sur un seul actif, est-ce qu'il travaille sur plusieurs écrans, enfin voilà, une approche, exactement. Voilà, l'approche, c'est exactement ça, Thierry. Quelle est sa méthode de travail? Après, s'il a le temps et qu'il veut nous dévoiler quelques secrets de sa méthode, pourquoi pas? Mais je pense que le plus important, c'est aussi voilà, de construire la méthode, de construire l'approche, de construire la méthode. Et puis le process, ça vient avec l'expérience. De toute façon, le process, c'est à force de trader, de repérer ses niveaux, mais au moins de donner des bases, d'avoir voilà, pour construire des fondations dessus. Bah écoutez, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire concernant ce tour d'horizon des classes d'actifs, concernant les futurs webinaires à venir, concernant le webinaire de demain. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la partie 1 sur les figures chartistes, eh bien écoutez, je vous invite à aller la regarder ce soir, comme ça ce sera frais pour demain. On pourra monter très rapidement en puissance. Sinon, pour les autres, eh bien, on se retrouve demain. Alors, est-ce que vous avez des questions dans le chat? Vous étiez un peu plus bavard la semaine dernière.
là, j'ai un peu moins de questions. Est-ce que dans l'ensemble, je pense avoir répondu à toutes vos questions? Je relis encore une fois le chat. Sinon, partie 1 sur YouTube. Alors, je vais vous donner la partie 1 pour celles et ceux qui la cherchent. Daily FX. Ensemble. Merci à toi, Tommy. À demain. Bon après-midi. Alors, formation aux figures chartistes, elle est là. Voilà, je vous la mets dans le chat. Parfait. Eh bien, écoutez, j'ai plus de questions dans l'ensemble. Profitez-en encore, hein. Pour une fois, on a terminé plus tôt que prévu. On a été dans les temps. 1h30, c'est bien. Je trouve que c'est pas trop long cette fois. Donc, on a été dans les temps. Profitez. Je ne suis pas à 5 minutes près si vous avez des questions sur un concept, sur quelque chose que vous n'avez pas compris. Sinon, eh bien, on se retrouve demain ou la semaine prochaine, même heure. Pour un briefing des marchés ou pour les stratégies bourse. Ok, très bien. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je pense que j'ai été clair. C'est super. Ok. Oui, bonne question. Pourquoi Powell prend la parole aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était pas prévu, il me semble. Powell a beaucoup pris la parole cette semaine. Enfin, en une semaine, il a pris 3 fois la parole. Il l'a pris la semaine dernière, mais ça c'était prévu. Il l'a pris dimanche sur le magazine 60 minutes. Il la reprend aujourd'hui. Donc la première fois qu'il a pris la parole, sa prise de parole n'était pas terrible, on va dire. Ça a un peu déçu les marchés. Ce week-end, il les a rassurés, mais il a quand même expliqué que l'économie allait parce que ça allait être long, que la reprise n'allait pas être rapide et que le taux de chômage pouvait atteindre même jusqu'à 30%. Donc certes, ça va retomber, mais voilà, le mot qu'il a dit, c'est « nous ferons tout notre possible pour soutenir les marchés en cas de besoin ». Donc, juste cette phrase se résume à « nous allons encore injecter des liquidités sur les marchés ». Derrière, forcément, lundi à l'ouverture, on n'a pas retenu que la reprise allait être longue et lente, on a retenu une nouvelle injection de liquidité, donc perfusion. Ce qui explique le plus 3, 85 sur le Dow Jones et le plus 5. Et pourquoi il reprend la parole aujourd'hui? Bonne question. Bonne question. 16h sur mon calendrier. Ah ok, donc c'était noté. Est-ce que je l'avais noté? Parce que dans le briefing des marchés, je note que les éléments 1. Est-ce qu'il était en rouge? Mais c'est vrai que oui, il a pris la... Je ne sais pas. Sauf si l'importance c'est moyenne, mais je vois pas en quoi son discours c'est une importance. Ah si, je l'avais pas mis. Ok. Effectivement, non, il est bien noté dans le calendrier. Donc non, il n'intervient pas en dehors du calendrier. C'était ce week-end où il avait donné une interview à 60 minutes. Donc là, oui, il était en dehors du calendrier. Donc on va bien voir ce qu'il va dire. Étant donné qu'il a déjà quand même parlé 3 fois, donc le discours en 3 jours n'a pas, logiquement, n'a pas changé, hein. Économie, reprise va être longue. La reprise ne sera pas rapide, mais encore une fois, on va injecter des liquidités pour soutenir le marché et éviter que le château de cartes s'écroule. Effectivement, il est bien noté à 16h. Donc ça peut être un catalyseur.
Bon, pour le moment, le Dow Jones recule, mais ça peut être un catalyseur. Merci à toi, Renaud. Eh bien, écoutez, apparemment, il n'y a plus de questions. J'espère que vous serez très nombreux demain pour le webinaire sur la partie 2 sur les figures chartistes. Merci à vous en tout cas, merci de votre participation. Encore une fois, vous étiez très nombreux, ça me fait super plaisir. La participation est toujours au top. On trouve toujours le moyen d'échanger, de construire, donc il faut que ça dure. C'est le but, il n'y a pas de questions bêtes, n'ayez pas peur de poser vos questions, vraiment. C'est le but, je suis là pour ça en tout cas, donc profitez-en. Merci à vous et on se retrouve soit demain, soit la semaine prochaine dans un nouveau briefing des marchés ou pour un webinaire sur les figures chartistes à 14 h.